Quel est le point commun entre Mayim Bialik, actrice plusieurs fois nominée pour son rôle dans la série Big Bang Theory, Greg Graffin, universitaire spécialiste de la théorie de l'évolution, Bruce Dickinson, chanteur de Iron Maiden, et Temple Grandin, professeur de zootechnie et de sciences animales. Alors si vous savez pas, je vais vous donner quelques indices. Mayim Bialik est aussi neuroscientifique, Greg Graffin est aussi chanteur, Bruce Dickinson est aussi compositeur, pilote de ligne, escrimeur, animateur de radio, ancien directeur marketing, et Temple Grandin est aussi une peintre reconnue. Donc maintenant, est-ce que vous voyez leur point commun? Vous aurez compris qu'il est dans le « est aussi ». En fait, tous ces gens maîtrisent plusieurs domaines. Ils sont des exemples de ce qui s'appelle des polymathes. Et vous en connaissez d'autres. Viggo Mortensen, par exemple, l'acteur du Seigneur des Anneaux, est aussi réalisateur, scénariste, producteur, musicien, photographe, poète. Elon Musk est aussi un polymathe. Bref, il y en a un peu partout et parfois dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Les exemples que j'ai cités sont évidemment des exemples connus qui ont obtenu un certain succès, mais même si je n'ai pas de statistiques à l'appui, je pense qu'il y a beaucoup de polymathes qui sont contrariés, ou disons dont la nature est contrariée, parce que dans le monde actuel, c'est le spécialiste qui est recherché et valorisé en général. D'ailleurs, la plupart du temps, vous ne connaissez pas les polymathes pour leur polymathie, vous les connaissez pour leur spécialité. Donc dans cette vidéo, on va parler de ces polymathes-là. Les polymathes du quotidien, de leurs difficultés, de ce qu'ils peuvent faire pour y remédier, et surtout du rôle qu'ils peuvent jouer dans la société qui arrive, la nouvelle société, la nouvelle civilisation même, j'ai envie de dire, à l'ère du digital. Donc dans la civilisation des IA. Moi j'appelle ça le digitocène, l'ère du digital. Salut à toi, jeune polymathe. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population se contente de 5% des connaissances? Alors est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et te contenter de savoir ce que tout le monde sait déjà? Ou commencer très rapidement à accumuler des connaissances avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être maîtriser genre de savoir haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors soit tu me suis, soit tu vas demander du prêt à penser à ton journal préféré. Ça m'a bien fait marrer de réaliser ce petit clip. Mais bon, trêve de plaisanterie. Sur Telegram, plusieurs personnes sont venues spontanément me parler de leur polymathie. Alors qu'est-ce que c'est la polymathie? C'est défini comme la connaissance approfondie d'un grand nombre de sujets différents. Le mot vient du grec polymathès, qui sait beaucoup, très savant. Et immédiatement, on pense à des figures historiques comme Léonard de Vinci, et aussi, c'est moins connu, mais certains philosophes grecs. Alors je pense évidemment à Aristote, qui a écrit quasiment une encyclopédie sur à peu près tout à l'époque, et aussi Platon, et Pythagore, qui, très probablement, en tout cas Platon, c'est connu, Pythagore, c'est probable aussi, maîtrisait les arts de la lutte. Il y a eu aussi Hypatie d'Alexandrie, encore une fois, polymathe très connu, de l'Antiquité. Alors évidemment, dit comme ça, on a plutôt tendance à penser que c'est chouette d'être polymathe, d'être versé dans de nombreux domaines. En tout cas, c'est valorisant. Mais visiblement, d'après les retours qu'on en a fait, c'est plutôt une souffrance. C'est vécu un peu comme une malédiction. On pourrait dire, c'est quelque part la malédiction de la curiosité, un peu comme la boîte de Pandore. Pandore avait reçu tous les dons des dieux, en tant que première femme humaine créée par les dieux, mais elle était aussi très curieuse, et bon, vous connaissez après la suite du mythe. Et trop de curiosité, trop d'envie d'apprendre, ça peut vite devenir handicapant. Imaginez, vous êtes dans une forêt, vous devez aller d'un point A à un point B, et le polymathe, c'est pas qu'il ne sait pas y aller au point B. Le problème, c'est qu'il s'arrête partout. Ah tiens, une mousse, qu'est-ce que c'est la mousse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, une clairière, ah c'est cool, il y a les rayons du soleil qui traversent, et qu'est-ce que ça fait? Ah, ça réchauffe le sol. Ah, un champignon, ah, des traces d'un animal. Et si je suivais les traces, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Etc. etc. Et dans un monde comme celui d'aujourd'hui, qui est très industrialisé, c'est l'expert qui est valorisé. C'est pas le polymathe, c'est celui qui connaît le chemin pour aller de A à B, qui connaît que celui-là, mais qui le connaît parfaitement. Il est capable de vous le faire les yeux fermés. Il est capable de le faire par temps de pluie, il est capable de le faire en groupe. Et bon, le reste de la forêt, et même toutes les choses inutiles sur le chemin, inutiles pour cheminer,
ne l'intéresse pas. Lui, il a sa machette, il avance, il coupe les ronces, il coupe les branches, et puis voilà quoi. Mais comme vous le savez, on est en pleine, disons, troisième révolution industrielle, voire même changement de civilisation. Toujours est-il que dans cette nouvelle ère, selon moi, il peut y avoir une place pour les polymathes. Ça ne veut pas dire que les spécialistes vont disparaître ou qu'ils n'auront plus d'utilité, mais je pense que avec Internet, avec les réseaux sociaux et surtout maintenant avec les IA, on est face à un déluge d'informations, un tsunami d'informations. Et que le polymath est le profil idéal justement pour gérer cette surabondance d'informations, pour lui donner du sens, pour en faire quelque chose. Cette vidéo va s'adresser donc principalement aux polymathes ou aux aspirants polymathes ou aux graines de polymathes. On va parler des défis et des pièges qui évidemment sont nombreux à cause de la personnalité du polymathe d'une part et aussi en partie à cause de la société dans laquelle on est d'autre part. On va voir les compétences et les outils qui sont intéressants à maîtriser pour tirer parti de sa polymathie au lieu de la subir. On verra les stratégies de carrière qui peuvent être intéressantes. Et enfin, quand on s'épanouit, les types de polymathes qui existent et qu'on peut devenir. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de polymathe au bout de la route. Alors d'entrée de jeu, je vais clarifier ce que j'entends par polymathe. J'ai vu la plupart des vidéos sur YouTube qui traitent le sujet, le font sous l'angle « devenez polymathe » ou « apprenez plein de domaines à la fois », ce genre de truc. Je suis pas d'accord. Je pense que on ne devient pas polymathe, on est polymathe ou on ne l'est pas. On est né polymathe ou on n'est pas né polymathe. Mais après, il y a des nuances. Ceci dit, pour moi, la curiosité, on peut pas la forcer. On peut pas forcer un âne qui n'a pas soif à boire. Vous l'avez ou vous l'avez pas. Elle est insatiable ou elle est pas. Et donc ensuite, à partir de là, tout le monde, c'est vrai, a un potentiel polymathe, plus ou moins, en fonction de la force de la curiosité et de l'importance qu'on lui donne dans la vie. Si vous préférez passer votre soirée entre amis plutôt qu'étudier un nouveau sujet qui vous passionne, c'est pas dit que vous soyez polymathe. Bon, ça veut pas dire que les polymathes ne s'amusent pas en soirée, vous avez compris. Mais ça fait partie de leur vie, ce besoin d'apprendre en permanence. Ensuite, le polymathe accompli, donc, c'est quand on maîtrise au moins 2 sujets, voire plus. Et entre les deux, entre la graine de polymathe et le polymathe accompli, il y a toute une gradation de possibilités. Et les aspirants polymathes peuvent ne pas forcément avoir ni eu le temps, ni eu la possibilité de développer cette maîtrise. Ça demande du temps. Et parfois, il y a les obligations de la vie qui font que on peut pas y consacrer ce temps-là. Maintenant, on va parler des défis du polymathe et les pièges dans lesquels il peut tomber. Et ils sont nombreux. Donc imaginons, vous êtes dans la forêt et puis vous décidez de construire une cabane. On va se servir de cette analogie pour examiner les défis, difficultés que rencontre le polymathe. Alors bien sûr, dans l'absolu, le polymathe n'est pas le seul à rencontrer ces difficultés, voire il peut aussi ne pas les rencontrer. Je vais parler de manière générale sur les problèmes que vont rencontrer le plus souvent les polymathes. Et si vous rencontrez ces problèmes, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément polymathe. Je répète, polymathe à la base, c'est très forte curiosité, et polymathe accompli, c'est maîtriser au moins 2 compétences. Donc même si vous n'êtes pas un polymathe accompli forcément dans plusieurs domaines, vous voyez bien, du moins j'espère, si vous tendez vers ça ou pas. Donc dans ce cadre-là, examinons les problèmes du polymathe. Premier problème rencontré, ça va être problème de finition. Donc mettons, à un moment donné, je sais pas, vous devez aller, pour continuer votre cabane, aller chercher du bois, et puis en chemin, vous croisez une rivière, et là, paf, vous vous dites « Ah, mais c'est chouette, la rivière, tiens, je vais construire un barrage maintenant sur la rivière pour voir ce que ça donne. » Donc, difficulté à terminer ce qu'on commence. Deuxième souci, on pourrait croire que c'est la même chose, mais en fait, c'est assez différent. C'est, pour le coup, de devenir un généraliste de surface. Donc là, c'est un peu différent dans le sens où, en fait, c'est pas que j'ai trouvé autre chose qui m'empêche de finir, c'est que, là, la cabane, finalement, il faut des tronçons d'arbres plus gros que ce que j'avais prévu, et en fait, non, ça m'intéresse plus de faire des cabanes. Ou alors, ça peut être la partie, il faut faire la toiture, et
je vais devoir le faire en fougère, il va falloir que je place chaque fougère comme il faut, et là ça devient répétitif. C'est pas que c'est difficile, mais bon, je vais m'ennuyer à faire ça, quoi. Du coup, on apprend des trucs, mais on n'approfondit pas. Et à cause de ça, en partie, en tout cas à cause de ces deux problèmes, on peut se retrouver avec un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que là, en fait, on se jauge mal. On croit que on n'a pas acquis de compétences parce que on n'a pas fini la cabane. Mais en réalité, on a appris plein de choses. Peut-être qu'on a appris à faire des tresses avec des lianes. On a appris comment transporter du bois efficacement, comment couper du bois. Bon, on a appris plein de choses, mais on s'en est pas rendu compte et on évalue mal ses compétences parce que du coup, bah ouais, on n'a pas fini la cabane. Et par rapport au spécialiste qui, lui, ne fait que ça, qui s'intéresse pas à faire des barrages, qui s'intéresse pas à la mousse aux champignons ou à d'autres choses, eh ben, c'est vrai que l'impression que ça donne à soi-même et aux autres, hein, souvent aussi, c'est qu'on n'a pas de véritables compétences. Un autre problème qui peut apparaître parfois en réaction au premier, c'est le burn-out. C'est qu'on va vouloir se lancer dans trop de projets et peut-être aller trop loin dans ces projets, justement pour éviter ce syndrome de l'imposteur. Mais pas forcément, c'est peut-être juste aussi parce que on se lance dans trop de choses, trop envie d'apprendre et on oublie un petit peu la vie quotidienne. Et vous me voyez venir avec le dernier point, la nuit rapide, c'est que les trucs qu'on connaît, le polymath, ça va pas trop l'intéresser, quoi. Qu'est-ce que j'ai à apprendre, je sais pas moi, à aller faire la vaisselle ou à nettoyer le chantier de la cabane à la fin pour que on ait tout terminé. Donc vous voyez, la polymathie, a priori, on se dit c'est une richesse de connaître plusieurs domaines, mais dans la pratique, c'est pas si simple. Et pour les polymathes, ça peut être vécu dans la douleur. Et avant d'aborder les outils et les compétences à maîtriser pour s'épanouir avec sa polymathie, je vais aborder la notion de polymath moderne ou polymath digital pour montrer les différences avec le polymath classique, entre guillemets, celui de la Renaissance, Diderot, Léonard de Vinci et d'autres. Parce que le contexte a changé et c'est pour ça que les outils que je vais vous proposer sont adaptés au monde digital. Donc la grosse différence par rapport à leur époque, c'est que pour eux, la connaissance était rare et limitée. Ça demandait du temps, il fallait avoir accès à des livres, à des mentors, alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On a une connaissance quasi illimitée, alors certes noyée dans un flux d'informations plus ou moins signifiantes, mais elle est là. On peut apprendre vite, et en plus, avec les IA, c'est comme si on avait accès à un super mentor quasiment gratuitement. Une autre différence importante, j'en ai déjà parlé, c'est qu'à l'époque, polymath, c'était valorisé. Il n'y en avait pas des masses, et la valeur ajoutée de leur travail était évidente. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans le monde de spécialistes, c'est beaucoup moins évident. Ce qui fait que les défis principaux du polymath de la Renaissance et du polymath digital ne sont pas les mêmes. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça me semble assez illusoire d'essayer de maîtriser tous les domaines comme c'était possible à la Renaissance, et que ce qui est plus raisonnable d'envisager, c'est une interdisciplinarité, donc de faire des ponts entre plusieurs domaines, grosso modo, et de s'en servir comme catalyseur culturel. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais y revenir dessus un peu plus tard. C'est, en tout cas, idéalement, d'essayer de faire évoluer la culture ambiante. Et en disant ça, je place la barre assez haut, évidemment, mais je pense à des gens comme Lex Fridman, qui a un podcast très connu, qui s'intéresse à de très nombreux sujets et qui popularise des notions très pointues, qui permet justement à des spécialistes de venir s'exprimer dans leur domaine. Donc lui, c'est comme ça qu'il s'est épanoui. On a Andrew Huberman aussi, qui est, de mon point de vue, mais je ne pense pas à me tromper en disant ça, qui catalyse à lui tout seul quasiment un changement de culture médicale. Alors, il est pas tout seul, il y a Brian Johnson aussi, notamment, où on a aussi Kurt J. Mungal, qui, avec son podcast Théorie du tout, popularise des thèses sur la physique unifiée, en faisant venir des plus grands spécialistes mondiaux, alors que lui-même ne l'est pas. C'est un généraliste, on peut dire, un polymathe. Et l'autre point qui est important, je pense, aujourd'hui, qui est une grosse différence par rapport à l'époque, c'est qu'on est dans un monde changeant. Et ça peut être une force pour le polymathe. May the force be with you. Et pareil, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais l'idée, c'est d'aller vers ce qu'on appelle des compétences transférables, des compétences universelles, si vous voulez, petit à petit, en développant la maîtrise d'un domaine, puis d'un autre, en regardant les points communs entre les deux, de trouver ce qui permet de s'adapter au changement, puisqu'on est dans un monde aujourd'hui qui évolue très rapidement. Partant de là, et dans le contexte digital que j'ai exposé, quelles sont les compétences et les outils
à maîtriser. Donc je me suis concentré sur ce qui m'a semblé être le plus important. Mais bien sûr, après, ça va dépendre de chacun, de ses forces et ses faiblesses. Mais là, on va dire, pour moi, ce sont les indispensables. Alors, je vais commencer par le plus évident. C'est bien évidemment l'apprentissage. Le polymathe devrait commencer par apprendre à apprendre. Donc à ce sujet, je vous ai rédigé un petit e-book Olympic Learning où je vous explique comment ça fonctionne l'apprentissage, où je vous donne les clés pour comprendre. Donc si vous voulez apprendre à apprendre, vous pouvez demander à ChatGPT ou à Claude ou à Grok, il va vous répondre. La différence avec cet e-book, elle est triple. La première chose, c'est que c'est un e-book. Donc vous allez le lire et vous allez vous immerger dans ce sujet. C'est différent d'avoir une discussion avec une IA qui va vous donner une liste de trucs qui vont être justes, hein, mais vous n'aurez pas cet effet immersion. D'autre part, ce que je vous propose dans cet e-book, c'est de comprendre. C'est pas juste d'apprendre à apprendre, c'est de comprendre pourquoi et comment on apprend. Et dernière chose, c'est le timing de l'apprentissage, le contexte de l'apprentissage, le meilleur contexte, évidemment, pour apprendre. Ensuite, l'intuition. C'est une compétence qui me paraît fondamentale à développer. Et oui, ça se développe dans le monde digital pour un polymathe. Et comment on fait pour développer son intuition ? Eh bien, pour moi, ça passe par deux choses. Un, la pensée profonde. Et je vais simplifier, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En gros, c'est se poser les bonnes questions ou se poser les questions que les autres ne se posent pas. C'est ça qui va nous amener à des intuitions d'une part et d'autre part à l'expérience. Quand je dis expérience, c'est l'expérience pratique concrète. En fait, c'est ce que j'appelle la sagesse du corps. Vous êtes devenu tellement bon dans un domaine que c'est devenu une sorte de deuxième nature. Des fois, c'est difficile à mettre en mots, d'où cette compétence, mais l'intuition, c'est quelque chose qui dépasse la réflexion. C'est une espèce de connaissance directe d'un domaine. Par exemple, un tennisman, un champion de tennis, il a une intuition de ce que c'est le tennis, même s'il ne sait pas l'expliquer. Et ça, cette connaissance, cette sagesse du corps, en fait, elle va vous amener à des intuitions qui, évidemment, peuvent se développer dans différents domaines. Ce que je veux dire, c'est que si vous développez une compétence profonde dans le tennis ou dans la construction de cabanes en forêt, vous développerez des intuitions dans d'autres domaines. La communication, déjà, pour être capable d'expliquer ses intuitions, c'est pas mal. Mais aussi, dans le monde actuel, pour être capable de se vendre, ça me paraît essentiel. Ça va enlever beaucoup de la frustration du polymathe. Après, il y en a qui sont doués là-dedans, hein. Mais je pense que c'est très important pour un polymathe digital. Alors évidemment, il y a la maîtrise de certains outils digitaux, informatiques, auxquels, selon moi, on peut pas couper, hein. Alors, ce qu'on appelle les deuxièmes cerveaux, dans lequel on va stocker, mettre en forme, travailler la connaissance qu'on accumule. Moi, personnellement, j'utilise Obsidian. Il y a Notion qui est pas mal aussi, si vous voulez un outil gratuit sur le web qui marche bien. Obsidian est un peu plus technique. Ça, c'est un peu plus facile à aborder pour les non-informaticiens. Après, les IA, j'ai l'impression de dire une évidence, donc je sais pas si ça sert à quelque chose d'explicité, mais les IA pour approfondir vos connaissances, pour faire des recherches dans des nouveaux domaines, pour faire des synthèses dans les domaines que vous connaissez ou pas, et pour brainstormer avec elle, pour cultiver vos propres idées, pour débattre, si vous voulez, avec elle. L'IA, je pense que les chatbots, quoi, c'est un outil fondamental pour un polymathe. Pas que pour les polymathes, évidemment, hein. Et après, alors là, j'anticipe un peu sur la carrière, mais pour moi, il faut que vous ayez le polymathe qui veut tirer parti de sa polymathie du point de vue professionnel. Il faut qu'il ait trois choses. Un pivot, un pitch et un portfolio. Le pivot, c'est la compétence pivot, c'est-à-dire celle sur laquelle vous vous appuyez principalement pour vous vendre, celle que vous mettez en avant. Parce que on reste quand même dans un monde de spécialistes et que donc, en gros, c'est la compétence de spécialiste que vous utilisez pour vous fondre dans la masse un petit peu. Ça n'empêche pas qu'il y en ait d'autres, mais celle-là, on va dire, elle est centrale. Il va falloir organiser plus ou moins vos autres compétences autour de celle-là. Si les autres compétences que vous développez peuvent enrichir votre compétence pivot, c'est encore mieux. Le pitch. Le pitch, c'est de réfléchir à comment vous allez vous vendre, comment vous allez tirer parti de votre polymathie le jour où vous êtes dans un entretien d'embauche. Et le portfolio, c'est vos réalisations. Pareil, c'est pour vous vendre et vous mettre en avant. Et ça me fait penser aussi qu'il y a un autre point qui est important, en tout cas pour se construire une carrière de polymathe, c'est le réseau et que la communication, ça fait partie des compétences à avoir pour se construire un réseau. Voilà, donc sans ces compétences-là ou sans ces outils-là, c'est plus difficile d'être un polymathe digital. Quelle stratégie de carrière pour
le polymathe qui veut s'épanouir. Alors d'après les discussions que j'ai eues avec des polymathes, grosso modo, il y a 4 possibilités qui ressortent. D'abord, vous trouvez un métier touche à tout. Du genre, vous êtes spécialiste du chêne et vous pouvez exercer votre métier en tant que élagueur, bûcheron, ébéniste. Donc vous faites des choses différentes tout en restant dans votre spécialité. Dans la pratique, les consultants, souvent, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire, ils ont une spécialité, mais ça va les amener à travailler dans différentes entreprises et avoir des problématiques très différentes à chaque fois. Donc ça permet de garder non seulement une forme de liberté, mais pas mal de variété et de renouvellement dans son métier. Une autre stratégie, c'est d'avoir une expertise et des hobbies à côté. Donc ça fonctionne bien aussi. Vous avez développé une passion au point d'en avoir fait une compétence monnayable, et le reste, c'est des hobbies. L'idée, ça peut être d'avoir un métier alimentaire, pas trop compliqué à maîtriser, qui vous prend pas trop de temps non plus. À l'inverse du consultant, où là, par exemple, faut faire des longues journées, ça peut être, peu importe, un métier avec des horaires fixes. Et à côté, vous développez vos hobbies de manière approfondie. Peut-être que ces hobbies deviendront un métier aussi plus tard. Et donc, on en arrive à la troisième solution, qui est la rotation multimétier. Alors là, ça demande pas mal d'organisation. Ça peut pas se faire avec tous les métiers non plus. Mais par exemple, si vous êtes consultant, rien ne vous empêche de l'être à mi-temps et de développer un autre métier à côté. Et de faire des périodes plutôt consultant et d'autres périodes plutôt ceci ou cela. Et il y a des métiers qu'on peut faire sur son temps libre. Plein de métiers de l'artisanat, par exemple. Et enfin, dernière stratégie, c'est ce que j'appelle l'expertise profonde, c'est-à-dire voir la vidéo sur la pensée profonde. C'est que vous développez une expertise telle dans un domaine que, en fait, vous finissez en creusant quelque part par atteindre l'autre côté c'est un peu comme si vous creusiez jusqu'au centre de la Terre et puis que au bout d'un moment vous arrivez de l'autre côté sur autre chose. Prenez par exemple Michael Levin, son métier à la base c'est la biologie, mais il a creusé le truc tellement loin que maintenant en fait il commence à aller regarder du côté des sciences cognitives. Alors que a priori ça n'a rien à voir au départ, ce sont deux domaines complètement séparés. Prenez, je sais pas, un autre domaine, la musique, vous creusez tellement le truc que vous vous rendez compte que derrière la musique, il y a des maths, les harmoniques, tout ça, et qu'il y a de l'arithmétique, et que vous commencez finalement à développer des compétences dans les maths. Voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. Hein. Et évidemment, dans la pratique, vous allez peut-être passer d'une phase à l'autre, ou des fois mélanger différentes phases. Mais c'est un peu ce qui ressort donc pour gérer sa carrière en tant que polymathe. C'est pour ça que je disais en préambule que le polymathe, il a une soif de connaissances qui le dévore quelque part. Parce que sinon, en fait, il suffit d'être salarié et de construire une carrière pépère, et puis voilà, hein. Pas besoin de s'embêter avec tout ça. Supposons donc que vous ayez surmonté les défis du polymathe et vous ayez réussi à vous épanouir dans votre carrière. Eh bien, je pense que dans la société actuelle, la société du numérique, les polymathes ont un rôle social à jouer. En plus. Du moins s'ils le souhaitent, évidemment. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que la société digitale a de si différent? Bon, vous l'aurez compris, dans le monde actuel, on surnage d'informations. Et un des reproches principaux que je fais aux médias, à beaucoup de médias, c'est que, certes, l'actualité va vite, il y a beaucoup de choses à traiter, mais en tout cas les médias mainstream, de ce que je constate, ne donnent pas beaucoup de compréhension. Donc finalement, paradoxalement, ça développe des formes d'ignorance. I have so many questions! Les gens pensent qu'ils savent, mais en fait ils savent ce qu'on leur montre. Et les gens, je m'inclus dedans, hein. C'est difficile, c'est un vrai boulot, d'accéder à la connaissance. Prenons la guerre en Ukraine, par exemple. On est submergé d'informations sur cette guerre-là. Mais qui est allé lire les discours de Poutine ou de Donald Trump? Ce à quoi on a accès, c'est une version très partiale donnée par les médias. Souvent, en plus, ils racontent tous la même chose. Et ce n'est pas parce que c'est la vérité. C'est parce que ça correspond à leurs intérêts. C'est pas la même chose. Ça donne une illusion de vérité parce que, tout le monde a l'air d'être d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a de nouvelles formes d'ignorance qui se développent à cause de cette surabondance d'informations. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé des fake news et des complotistes, c'est à dessein parce que précisément, c'est l'arbre qui cache la forêt. Every word of what you just said was wrong. C'est pour ça que selon moi, le polymathe, avec sa curiosité, mais aussi un sens critique aiguisé évidemment, a un rôle à jouer en tant que producteur de connaissances qui visent la sagesse. Et pas la sagesse pour lui, pour se faire plaisir, mais pour en faire profiter les autres, du moins essayer, parce que ce que je décris là, finalement, est très similaire au mythe de la caverne,
Et vous n'êtes pas sans savoir que le philosophe qui est sorti de la caverne et qui y retourne pour en faire profiter les autres, il n'est pas toujours très bien accueilli. Donc voilà, petite difficulté en plus, ami polymathe, dont il faut tenir compte. Je parie que vous êtes ravis de l'apprendre. Et je vais conclure rapidement parce que c'est spéculatif de ma part. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être plusieurs types de polymathes. J'ai envie de dire qu'il y a les bâtisseurs de ponts, donc ceux qui maîtrisent au moins 2 domaines et qui vont les relier. Ceux qui vont chercher des principes universels qui sont communs à tous les domaines. Ceux qui vont plutôt utiliser les autres domaines pour améliorer leur domaine de prédilection. Et enfin, ceux qui vont utiliser différents domaines pour en créer des nouveaux. Et dans tous les cas, même si c'est difficile, partiellement dangereux et pas valorisé du tout dans la société actuelle, je pense qu'on a besoin des polymathes. Et si vous pensez en être un, moi j'ai envie de vous encourager à vous lancer. Si vous en êtes un contrarié, je veux dire, si vous êtes déjà épanoui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est difficile, c'est possible de s'épanouir et je pense que c'est fortement utile, voire nécessaire, puisque comme vous le savez, j'estime qu'on est dans l'adolescence technologique, on a le pouvoir, mais pas la sagesse de maîtriser ce pouvoir, et du coup, le polymathe, il est peut-être pas là pour rien.